Irashaimase, chers partenaires. Et oui, il bondit de bonsaï au bonsaï, toujours pour vous surprendre dans la nuit, dans le dos. De qui je parle? Et oui, bien sûr, du ninja, car aujourd'hui, dans Karate Kid, je vais vous parler du plus surprenant des arts martiaux japonais, le ninjutsu. Parler du ninjutsu ou des ninjas, c'est comme parler de politique ou de religion à un repas bien arrosé. En général, ce seront les escrocs et les usurpateurs qui prendront le dessus sur les personnes sincères. Car en effet, les sources historiques du ninjutsu sont rares et c'est ce qui a donné lieu à des livres, notamment des livres naïfs, racontant les pseudo-histoires héroïques et magiques des ninjas. Le ninja aussi a donné lieu durant les années 80 à des films absolument extraordinaires de nanardise, et aussi à quelques jeux vidéo, notamment le jeu Tenchu sur PlayStation qui a peut-être bien vieilli ou pas, mais que je recommande toutefois. Mais ces caricatures sont peu de choses par rapport à certaines dérives sectaires que le ninjutsu a donné lieu, car entre ninjutsu et ésotérisme, il n'y a qu'un pas. Et le ninja a toujours su profiter de ses pseudo-pouvoirs pour effrayer les populations qui, rappelons-le, au Moyen-Âge étaient peu instruites, tout comme en Occident avec les sorcières. Et le ninja a su profiter des superstitions afin de pouvoir manipuler les populations, car si le ninja maîtrisait bien un art, c'est bien l'art du mensonge. Comprendre le mot ninja, c'est comprendre quelle était la fonction de ces femmes et de ces hommes. Le mot ninja est issu de deux caractères kanji, qui est un système d'écriture japonais issu des pictogrammes chinois. Les deux kanji peuvent être déchiffrés soit de façon japonaise, soit de façon chinoise. En chinois, les deux caractères se lisent nin et sha, ce qui forme ninja. Et avec l'évolution linguistique, cela donnera par la suite ninja. En japonais, les kanji se lisent shinobi et mono. Et un mot de liaison vient entre les deux, qui est no, ce qui donne shinobi no mono. Shinobi et nin signifient action discrète, action furtive et aussi endurée. Tandis que ja et mono déterminent une personne. Donc shinobi no mono ou ninja se traduit littéralement par personne discrète, personne furtive ou bien personne qui endure. Par souci de facilité, c'est notamment en Occident le mot ninja qui sera retenu. Quant au mot ninjutsu, il désigne donc l'art du ninja, jutsu signifiant technique ou aptitude. Le ninja maîtrisait donc le combat armé et le combat à main nue, mais il se devait aussi de posséder tout un panel de techniques telles que les connaissances en météorologie, les connaissances en comédie, en théâtre, en déguisement, ainsi qu'en philosophie et en théologie et bien entendu en espionnage. Bien entendu, la liste que je viens de vous faire est absolument pas du tout exhaustive. Elle peut continuer à l'infini selon la mission pour laquelle le ninja était utilisé. Certaines sources aussi n'utilisent pas le terme ninja ou shinobi, mais utilisent d'autres termes comme le terme kansho qui signifie espion, teizatsu qui signifie éclaireur, kisho qui signifie attaquer par surprise ou attaquant par surprise plutôt, et ainsi que koran qui signifie agitateur. Voilà, tous ces termes en fait regroupent une seule et même personne, c'est-à-dire le ninja.
Une des particularités aussi connues du ninja est qu'il est l'antithèse du samouraï. En effet, le samouraï était un guerrier qui mettait notamment son honneur au-dessus d'absolument tout, capable d'ailleurs que s'il perdait son honneur, capable donc de se tuer lui-même par un rituel assez connu que l'on appelle le seppuku ou harakiri. Mais le terme harakiri n'est pas un terme très poli, n'est pas le terme traditionnel. Le véritable terme qu'il faut utiliser, c'est seppuku. Mais revenons au ninja. Donc le ninja, lui, était considéré par les samouraïs comme une sous-classe capable des pires vilainies, traître, qui n'avait absolument aucune loyauté envers notamment ses commanditaires. C'était ni plus ni moins un mercenaire qui travaillait pour de l'argent. Et à l'époque, notamment au Moyen-Âge japonais, la classe sociale, l'honneur étaient des choses importantes. On peut tout à fait prétendre à dire que le ninja était la contre-culture de l'époque. Et remonter aux sources du ninjutsu, s'il est toutefois possible de le faire, est extrêmement compliqué car les documents de l'époque sont déjà très rares et les quelques écrits qu'il y a sont eux-mêmes codés car seul l'initié pouvait prétendre à comprendre ce que les écrits représentaient. Et pourtant, c'est pas les écoles qui manquaient, parce que entre la période de 1480 et 1570, qui correspond à l'époque du Sengoku, il y avait a priori entre 70 et 80 écoles. Et ces écoles apparaissaient, réapparaissaient, disparaissaient en fonction bien entendu du contexte politique qui était extrêmement bouillonnant à l'époque. Alors tous ces documents proviennent en général du berceau historique du ninjutsu qui sont les régions de Iga et Koga, qui sont des régions extrêmement montagneuses, extrêmement difficiles d'accès, et on comprend pourquoi les hommes et les femmes se réfugiaient dans ces endroits-là pour y dispenser leur technique secrète de combat, qu'est le ninjutsu. C'est sur les makimono, c'est-à-dire les rouleaux de parchemin, qu'étaient écrites les transmissions secrètes du ninja, les Hidensho. Les historiens d'ailleurs se réfèrent à 4 principaux Hidensho. Ces Hidensho ont été pour la plupart écrits au XVIIe siècle, au début de l'ère Edo, c'est-à-dire à partir de 1603, durant notamment le shogunat des Tokugawa, car les Tokugawa instaurèrent dans l'archipel une période de paix qui permirent aux clans et aux maîtres de pouvoir coucher sur le papier leurs techniques. Ces techniques, malgré qu'elles soient écrites dans la langue classique, le Konben, avaient la particularité d'être, pour ainsi dire, que littéraires, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de dessins illustrant les techniques, quelques-uns, mais très vagues, et les écrits étaient vagues aussi, car seul un initié, un élève ninja, pouvait comprendre l'écrit, et ce qui était couché sur le papier, c'était véritablement des techniques générales, car le véritable initié recevait un enseignement oral. L'histoire des ninjas est longue et complexe. C'est en général d'ailleurs par cette phrase que commencent les préfaces des ouvrages des spécialistes japonais sur les ninjas. Il est très fort probable que les premiers ninjas se soient inspirés de l'art de la guerre de Sun Tzu, un stratège chinois qui vécut probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et le ninjutsu tire sa genèse véritablement de cet ouvrage, notamment d'une phrase qui prétend « Si tu te connais toi-même et si tu connais ton adversaire, tu ne perdras pas un combat sur 100 ». Cette phrase attribuée donc à Sun Tzu figure dans de nombreux Hidensho et firent méditer là-dessus de nombreux élèves et maîtres ninjas. Et c'est à partir du 7e siècle de notre ère que arrivèrent en grand nombre
de nombreux immigrants chinois et coréens sur l'archipel. Des marchands, des moines, des artisans, des potiers, des militaires. Ils amenèrent notamment sur l'archipel 2 techniques essentielles qui seront les prémices et la base du ninjutsu, le Kenpo, qui est une technique de combat, notamment à main nue et avec quelques armes, et le Genjutsu, qui est, et ça je vais avoir du mal à le dire pour le dyslexique que je suis, les techniques, l'art de la prestidigitation. Voilà, je l'ai foiré, mais je ne le couperai pas au montage, promis. Arrivaient avec le Genjutsu et le Kenpo, de nouveaux courants de religion bouddhisme, qui étaient le Mikyo et le Han-Myodo, qui est la voie du yin et du yang. Ces religions qui seraient qualifiées aujourd'hui de New Age, car elles représentaient à l'époque un bouddhisme ésotérique, ont été développées, comme le ninjutsu, dans les montagnes. Et les moines qui développèrent ce courant religieux prirent le nom de Yamabushi, qui sont, on pourrait prétendre à dire que ce sont les chamans japonais, un petit peu comme l'équivalent de nos druides. Au Xe siècle de notre ère, en Chine, la dynastie Tang s'effondre, ce qui engendra un grand flux d'immigration sur l'archipel japonais. Ces Chinois, en déroute, formèrent des groupes autonomes dans les montagnes de Iga et Koga et se furent rejoints aussi par quelques bandits hors la loi et quelques guerriers japonais en déroute. Toutes ces personnes formèrent des clans et des groupes autonomes. Le ninjutsu donc prit ses racines grâce à ces groupes autonomes dans les montagnes. De plus, le côté ésotérique du ninjutsu prit forme grâce aux Yamabushi qui se joignèrent aux Chinois et aux hors-la-loi et guerriers japonais en déroute. Mais avant de devenir des mercenaires, avant que le ninjutsu serve les intérêts des ninjas pour des raisons financières, le ninjutsu a vraiment pour base le survivalisme. Car avant de servir les autres contre de l'argent, il faut quand même d'abord apprendre à survivre soi-même, surtout dans des endroits comme Iga et Koga, dont la topographie et la nature peut être assez cruelle. En plus des Yamabushi, des guerriers en déroute, des hors-la-loi, des immigrants chinois, une autre caste arrivait pour continuer l'élaboration du ninjutsu. Cette caste, c'était les Kaizoku. Les Kaizoku, c'était le nom que l'on donnait aux pirates japonais. Un haut lieu de piraterie et du shintoïsme, encore un courant religieux à rajouter au ninjutsu, se trouvait au sud d'Iga et portait le nom de Kumano. Et c'est notamment à Kumano que les pirates japonais élaborèrent des techniques de ninjutsu en rapport avec leurs instruments de piraterie. D'ailleurs, à Kumano, situé dans la région d'Ise, se trouvait une famille, la famille Kuki, qui était une famille de pirates socialement installée et qui faisait un petit peu la pluie et le beau temps sur les mers et aux alentours de Kumano. Cette famille développa une école qui s'appelle le Kukishinden Ryu et qui d'ailleurs sont des techniques de ninjutsu issues de la piraterie qui est encore enseignée de nos jours. D'ailleurs, une technique de prédilection du ninjutsu, une technique armée qui accrédite d'ailleurs la thèse que les Kaizoku, les pirates japonais, ont mis leur grain de sel dans la création des ninjutsu, est la technique dite du Kaginawa, qui est l'utilisation du grappin d'abordage des pirates. Donc le grappin d'abordage, le Kaginawa, dont la corde était faite le plus souvent en cheveux de femme tressés, a donné lieu bien naturellement à une technique nommée le Kaginawa Jutsu et qui elle-même s'est déclinée en d'autres techniques avec une arme qui a su évoluer, notamment le Kusari Nawa Jutsu, c'est-à-dire que c'est une arme munie d'une chaîne lestée et d'une faucille, une arme relativement populaire d'ailleurs dans l'inconscient collectif. Et de plus, depuis cette arme, ça a donné lieu au Kusari Jutsu, qui est l'utilisation de la chaîne lestée, et le Torinawa Jutsu, qui est des techniques de combat
toujours avec la chaîne et la faucille, mais axé sur le ligotage durant ce combat. Voilà, donc à travers un seul outil qui était donc le grappin d'abordage des pirates, on peut comprendre un peu que le ninjutsu est véritablement un art évolutif. L'utilisation des ninjas, tout du moins des techniques d'infiltration, qui est le shinobi jutsu, commençait véritablement à partir du XIIe siècle. Notamment à la fin de ce siècle-là, durant la guerre civile de Genpei et la guerre civile aussi du Nanbokucho. Des documents d'ailleurs attestent l'utilisation des techniques de ninjutsu en matière d'infiltration, de stratégie sur les champs de bataille, d'espionnage, de tentatives d'assassinat et tout ce qui tourne autour donc de l'utilisation des ninjas. Et donc c'est selon les historiens que les ryu, les écoles donc apparurent, prenant d'ailleurs le pas sur les clans, c'est-à-dire que de véritables écoles qui enseignaient un style bien défini apparurent. Tout était fondé bien entendu sur des légendes, c'est-à-dire que plus l'école avait une racine mystique, légendaire, plus elle avait de crédit, plus elle semblait efficace aux yeux des autres. Et l'école, on va dire une des premières écoles qui repose d'ailleurs sur une légende, repose sur l'école de Minamoto no Yoshitsune, qui était le frère en fait d'un puissant samouraï qui devint d'ailleurs shogun, et ils se sont pris la tête tous les deux, et Minamoto se mit à errer dans les montagnes et il créa entre 1185 et 1189 son école qui s'appelle tout naturellement Yoshitsune Ryu. L'école de ninjutsu la plus célèbre et qui a pignon sur rue encore à l'heure actuelle, c'est une école de ninjutsu qui a vraiment autorité dans le monde, c'est l'école de Tokagure Ryu. Alors l'école de Tokagure Ryu a été fondée par Daisuke Tokagure, qui était un samouraï lambda, un samouraï de seconde zone, un petit peu comme dans le film de Kurosawa, Les 7 samouraïs. Et il était donc au service d'un général, son armée a été vaincue et donc, comme de nombreux bushi, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme de nombreux guerriers, il s'enfuit. Et en 1184, il fit la rencontre avec un moine taoïste prénommé Kendoshi, qui lui a appris donc les bases du survivalisme et de ce qui formerait les bases de l'école Tokagure. Donc on peut remarquer donc dans cette histoire, donc ça c'est quelque chose que je vais que j'improvise parce que ça me vient à l'esprit. On a souvent un homme seul, enfin une personne seule, donc là c'est des hommes, et qui rencontre quelqu'un. Voilà, et qui rencontre quelqu'un, et ce quelqu'un va en faire quelqu'un. Voilà, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent l'excellent roman de Eiji Yoshikawa qui s'appelle La pierre et le sabre, eh bien c'est similaire. Un certain Miyamoto Musashi, samouraï lambda, rencontre un moine, et ce moine en fait un des plus grands samouraïs de tous les temps. Dans une très moindre mesure, voilà, c'est Daniel San qui rencontre Monsieur Miyagi, mais voilà, on a toujours la rencontre d'une personne lambda avec une personne exceptionnelle et ça donnera naissance à quelque chose. Voilà, donc le ninjutsu ne fait pas exception à ça. Et c'est véritablement donc la topographie de Iga et Koga, qui sont des provinces du sud méridional, du centre méridional, pardon, de l'île d'Honshu, qui est l'île principale du Japon. Et donc c'est cette topographie qui a donné aux gens qui y habitaient cette indépendance, car ces personnes-là, étant isolées, elles n'avaient pas la même conscience politique que le reste de la population. Ils étaient éloignés, ils avaient bien entendu pas les mêmes informations, ils étaient autonomes et ils avaient donc pas
à prêter allégeance au seigneur, du moins au daimyo, au seigneur du coin. Et ça, les seigneurs qui engageaient les ninjas en avaient bien conscience, quoi, que c'était aussi à double tranchant. Un seigneur local, un daimyo, pouvait très bien se faire assassiner par les mêmes ninjas qu'il avait embauché quelque temps avant pour faire assassiner un rival. Voilà. Donc ceci c'est très important d'essayer de comprendre ça. Et l'âge d'or du ninja prit véritablement sa force dans la guerre d'Onin, dit la période des royaumes combattants. Et donc cette guerre d'Onin, qui dura 10 ans, de 1467 à 1477, engendra 133 années de troubles. Et ces 133 années furent que les ninjas étaient comme des poissons dans l'eau. Car de nombreux seigneurs, qui étaient juste avant de simples généraux, s'autoproclamèrent daimyo, donc seigneurs, et donc lutte de pouvoir, contre-espionnage, assassinat, bref, l'élément dans lequel le ninja pouvait se sentir le mieux. Bien sûr, certains daimyos ne demandaient pas à leurs samouraïs les plus fidèles d'effectuer certaines missions, car déjà les samouraïs n'en étaient pas capables, ils n'étaient pas formés à ça, et en plus beaucoup, même pas certaines, la plupart de ces missions étaient totalement déshonorantes aux yeux de ces guerriers japonais. Donc certains daimyos comme Takeda Shingen décidèrent de former certains de ces soldats aux techniques du ninjutsu, corps d'élite qu'il appela les Mitsumono. Et Rusegi Kenshin fit de même en formant un corps d'élite qu'il appela les Nokizaru. Autant pour moi, je regarde mes notes. Les Nokizaru, qui signifie singe sur le toit. Alors, parce que c'était un corps d'élite qui était spécialisé dans l'infiltration, voilà, par le toit. Alors, donc, le samouraï se refusait bien sûr à faire certaines missions que le ninja, quant à lui, n'avait aucun scrupule à faire. Alors, dans l'inconscient collectif, on imagine un ninja tout vêtu de noir, accroché au plafond depuis des jours et des jours, juste par la force de ses ongles, qui attend de sauter sur sa pauvre victime. Or, bien entendu, même si les assassinats discrets ont eu lieu, les ninjas avaient d'autres façons d'infiltration beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus efficaces, qui étaient la technique des Koran, qui étaient les agitateurs. C'est-à-dire qu'ils s'infiltraient au sein d'une population, qui s'infiltraient au sein d'une garnison, habillés comme les gens qui y vivaient, et ils y semaient la terreur, des fausses informations, des rumeurs, surtout des femmes ninjas qu'on appelle des kyonichi. Ils soutiraient des informations grâce à leur charme, et ils avaient aussi une technique d'infiltration absolument redoutable qui s'appelle le netane, qui signifie graine dormante, c'est-à-dire que le ninja s'infiltrait alors qu'il était tout jeune, il était en général adolescent, mais qui avait été formé depuis tout petit, depuis sa naissance aux méthodes de ninjutsu, et il pouvait rester des années au service d'un seigneur, le servir aussi loyalement qu'il le pouvait, et quand il le fallait, il passait à l'action selon la demande de ses maîtres. D'ailleurs, dans une chronique qui est intitulée Ou Eigen Kenguki, il est stipulé une histoire assez croquignolesque, comme quoi un ninja s'infiltra dans une garnison, et cette garnison assiégeait un château. Donc ce ninja était envoyé par le château, et ce ninja déroba les effets personnels d'un samouraï, rentra au château qui était assiégé, et exposa à la vue de tout le monde, et donc à la honte des assiégés, les effets personnels du guerrier. Voilà, ce qui fit bien rire les assiégés. Voilà, donc le ninja
pratiquait, on va dire, aussi la guerre psychologique, comme Sun Tzu le préconise dans ses écrits L'art de la guerre. En 1581, un puissant daimyo nommé Oda Nobunaga décida de détruire les clans ninja de la montagne d'Iga. Son fils, quelque temps auparavant, avait tenté la même chose, mais s'y était cassé les dents. Cette fois-ci, le père, déterminé, partit en personne avec 44 000 hommes à la rencontre des ninjas de la montagne d'Iga, qui en comptaient 4 000. Malgré une résistance farouche des ninjas, le clan fut anéanti. Les quelques survivants se dispersèrent dans quelques provinces et y ouvrirent de nouvelles écoles. Certains de ces ninjas se réfugièrent dans la province de Mikawa, chez un daimyo allié, un daimyo de seconde zone, prénommé Tokugawa Ieyasu. Alors Tokugawa était aussi l'allié de Nobunaga, j'espère que vous suivez un peu, et l'allié des ninjas. Donc il se retrouvait un petit peu entre le marteau et l'enclume. Mais malgré qu'il était un seigneur de seconde zone, il eut la clairvoyance malgré tout d'aider les ninjas. Et par conséquent, il se retrouva allié avec un des survivants qui était ni plus ni moins l'un des plus importants ninjas de sa génération, l'un des plus puissants, qui se prénommait Enzo Hattori, dit Enzo le Diable. Enzo le Diable était tellement puissant et légendaire de son vivant qu'on lui prêtait des pouvoirs de précognition et de télékinésie. En 1582, Nobunaga est assassiné, moins d'un an après sa victoire écrasante sur les clans de la montagne d'Iga. Il est d'ailleurs assassiné par l'un de ses généraux. Voilà, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Donc par conséquent, les alliés de Nobunaga sont aussi affaiblis. Et Tokugawa en y était, il s'est retrouvé aussi affaibli. Mais il avait eu la clairvoyance, la stratégie, appelons ça comme on veut, de protéger les ninjas de la montagne d'Iga. Et donc, son affaiblissement fut moindre. Et petit à petit, il commença à s'affirmer dans la hiérarchie des seigneurs. Si bien qu'en 1590, il marchait vers un village du Japon qui s'appelait Edo. Et Tokugawa décida de faire de ce petit village sa future capitale. Edo deviendra par la suite Tokyo. Mais dans sa marche, il avait à ses côtés les clans de la montagne d'Iga, dont Enzo Hattori, dit Enzo le Diable. En 1600, soit 4 ans d'ailleurs après la mort d'Hattori Enzo, mort dans un combat maritime, Tokugawa était devenu véritablement un seigneur, un daimyo très puissant. Et donc, les ninjas d'Hattori Enzo étaient toujours à son service et ils décidèrent, lors d'un déplacement, de créer un leurre afin que Tokugawa, du moins le vrai, puisse aller à bon port. Donc les ninjas décidèrent de créer une calèche leurre dans laquelle ils mirent un mannequin à l'effigie de Tokugawa, et ce dernier était bourré d'explosifs. Si bien que quand les ennemis attaquèrent la calèche, pensant que Tokugawa y était, eh bien les ninjas mirent le feu aux poudres et pulvérisèrent littéralement les ennemis, ainsi que les ninjas qui étaient au service du Seigneur. Tokugawa, en récompense, décida donc de leur donner l'extrême honneur, la garde de la porte nord du château d'Edo. Et c'est sous le nom de Akeyashi Kiban
que le troisième shogun de la lignée des Tokugawa, petit bond en avant, Iemitsu Tokugawa, décida d'officialiser le protocole de garde de la porte nord du château d'Edo. Et de plus, les ninjas eurent pour extrême honneur de garder le château en l'absence du shogun et de sa garde personnelle. Et donc c'est grâce au ninja d'Hattori Enzo, d'ailleurs qui est mort en 1596, donc 6 ans avant ce que je vais vous raconter. Donc c'est grâce au ninja d'Hattori Enzo en 1602 que Tokugawa réussit à mettre fin au royaume, à l'ère dit des royaumes combattants, à réunifier le Japon et instaura un shogunat, le shogunat des Tokugawa, pour une période de 260 ans. Et donc cette nouvelle ère, qui était l'ère d'Edo, annonçait aussi une période de paix. Et donc, qui annonce période de paix, annonce aussi le déclin des ninjas, car leur utilité était moindre. Si, malgré tout, le shogun Tokugawa avait, selon les sources, encore à son service 300 ninjas, beaucoup d'entre eux décidèrent de se mettre à leur compte, voilà, et partir en freelance et de s'adonner au banditisme. Ce qui les folklorisa, si je puis dire, aux yeux de la population et au point d'en faire une caricature. Mais c'est en 1596 que le déclin des ninjas s'amorça véritablement. Car c'est durant cette année que Hattori Enzo fut tué lors d'une guerre maritime. Et c'est son fils donc, qui avait le même patronyme que lui, qui prit la relève. Mais malheureusement, à l'instar de Louis X le Hutin et de son père Philippe le Bel, Hattori Enzo Junior ne fut pas à la hauteur, et contre toute attente, en 1605, il fut destitué de sa fonction de chef suprême des ninjas de la montagne d'Iga. Et donc peu à peu, ces forces spéciales, ces forces d'intervention extraordinaires, devint la police secrète du dictateur militaire qu'était le shogun. Voilà, c'était devenu la Stasi. Ils enquêtaient et n'hésitaient pas à réprimer sévèrement les opposants politiques. Les samouraïs, qui étaient revanchards, disons-le, aussi par jalousie, les appelaient les Onibawan, qui signifie garde d'honneur du jardin. Mais pour les samouraïs, ce terme, et les dames de compagnie aussi, on va en rajouter encore un peu plus, c'était un terme péjoratif qui signifiait ni plus ni moins jardinier. Chose d'ailleurs qu'ils étaient plus ou moins devenus, car le jardin du palais était devenu safe, il n'y avait plus de guerre, c'était un temps de paix. Donc l'endroit qui était avant un endroit qu'il fallait surveiller de façon sévère, car le shogun, sa famille, des hautes personnalités pouvaient y être assassinés, car ils s'y baladaient très souvent, là, n'ayant plus rien à surveiller, ils étaient devenus ni plus ni moins des jardiniers. Et c'est la période d'Edo qui sonna le glas véritablement des ninjas, car même en 1637-1638, il y a eu une révolte paysanne, et cette révolte paysanne, bien qu'elle fût réprimée, sans grand succès. Voilà, l'enseignement oral avait disparu, l'entraînement était devenu laxiste. En gros, les ninjas prenaient du bite, quoi. Voilà, donc réprimer une révolte paysanne, quand on est censé être un corps d'élite, voilà, il n'y a aucune gloire à ça, d'autant plus que les paysans, à cette époque-là, ne mangeaient pas à leur faim, donc, moyen les gars, quoi. La dernière mission officielle des ninjas eut lieu en 1854, et elle s'est faite sur un des bateaux du Commodore Perry,
qui est venu de la part des États-Unis demander, de façon tout à fait démocratique, demander au Japon que ce dernier s'ouvre au monde. En gros, ils étaient venus pratiquer ce qu'on appelle la politique canonnière. Et donc, ils y étaient venus, et ceci engendra d'ailleurs le fameux traité de Kanagawa, dont j'ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur le judo. Mais si, rappelez-vous. La seconde moitié du 19e siècle fut pour le Japon une période de grands bouleversements. En effet, le 31 mars 1854, les États-Unis d'Amérique forcèrent l'archipel à signer le fameux traité de Kanagawa, qui obligèrent le Japon à s'ouvrir au monde. Et c'est le ninja Sawamura Yasusuke, ou Jinzaburo, selon les sources, qui s'y colla à cette mission. Et il réussit effectivement à dérober des documents, mais d'après les archives, et les documents sont d'ailleurs toujours en la possession de ses descendants, mais a priori, il aurait dérobé, je cite, des lettres comportant un chant marin néerlandais vantant les mérites des femmes françaises au lit et des femmes anglaises en cuisine. J'ai toujours cru que c'était le contraire. Bien entendu, le ninjutsu, le flambeau du ninjutsu a perduré jusqu'à nos jours, et fort heureusement, notamment grâce à l'école Tokagure Ryu, école de la montagne d'Iga. Tokagure Ryu donc faisait un enseignement de père en fils et aussi de maître à élève, et c'est le 33e soke, Takamatsu Toshitsugu, qui remis, on va dire, l'héritage à Masaaki Hatsumi, le 34e soke de l'école Tokagure, et qui est encore actuel la référence en matière de ninjutsu mondiale. Alors, est-ce que Hatsumi Sensei est un ninja? Alors là, il y a matière à débattre. C'est un très très grand maître de ninjutsu, ça il n'y a aucun doute là-dessus, mais le maître mot du ninja, c'est la discrétion, et vu que Masaaki est très célèbre, on peut considérer qu'il n'en est pas un dans le sens profond du terme. Toutefois, il est extrêmement important de faire remarquer que Masaaki s'est battu bec et ongle afin de réhabiliter le ninja, notamment aux yeux des Japonais qui avaient malgré tout une image négative car c'était un assassin, et pour ceci Masaaki Hatsumi mouilla le maillot et n'hésita pas d'ailleurs à jouer dans des films de série B, on va dire des nanars, et aussi à produire et à jouer dans un animate live, live animate plutôt, qui se prénommait Jiraiya Ninja et qui était diffusé dans ma jeunesse, quoi. Et d'ailleurs que j'ai déjà regardé, je dois dire, sans grand intérêt. Moi c'était XOR, je préférais largement XOR. D'ailleurs, j'organise un petit jeu concours, celui qui devinera, celui ou celle bien sûr, qui devinera qui se cache sous la Zukin, c'est-à-dire que c'est le nom de la cagoule du ninja, aura le droit à un très beau cadeau qui est toute ma considération. Voilà, donc le ninjutsu continue à perdurer à travers l'école notamment de Tokagure, qui reste la référence et qui est certainement une des écoles les plus sérieuses au monde. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin, je vous remercie d'avoir tenu jusque là et rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Donc bien entendu, j'ai occulté énormément de choses sur les ninjas et le ninjutsu, à commencer par les choses qui nous fascinent le plus, moi le premier, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans les documentaires un petit peu à l'américaine, style Discovery Channel, où on s'en prend plein les yeux, qui nous racontent des histoires fantastiques sur les ninjas, peut-être un peu trop fantastiques d'ailleurs, mais toutefois je n'ai pas parlé de l'équipement. Je n'ai pas parlé des techniques de ninjutsu qui peuvent être une redoutable efficacité. Alors, quand j'entends redoutable efficacité, il faut remettre aussi les techniques dans le contexte historique. Car, comme me dit un de mes amis qui est un très très bon pratiquant d'arts martiaux depuis de nombreuses années, depuis que les Chinois ont inventé la poudre, l'efficacité des techniques des arts martiaux, je suis un petit peu circonspect.
Alors, je ne sais pas si c'est les Chinois qui ont inventé la poudre, mais je vois parfaitement où c'est qu'il veut en venir. Donc, je n'ai pas parlé de tout ça, mais je finirai en fait sur la tenue. C'est-à-dire l'imagerie populaire que l'on a, un homme vêtu d'une tenue noire laissant que les yeux apparaître. Alors, d'où nous vient cette image-là? Eh bien, elle viendrait, d'après les spécialistes, du théâtre kabuki, qui est un théâtre traditionnel japonais. Et sur scène, il y a les kurugos, c'est-à-dire les marionnettistes. Et les marionnettistes, malgré qu'ils soient parfaitement visibles du public, ils sont habillés tout en noir avec seulement les yeux qui apparaissent. Voilà, on montre au public ce que le public doit oublier. La tenue noire, pour les kurugos, c'est un symbole d'invisibilité. Et petit à petit, le ninja devenant de plus en plus populaire dans le folklore japonais, il a été intégré aux histoires de théâtre dans le kabuki. Voilà, et ils s'habillaient comme les kurugos, donc l'analogie a été très facile, et depuis on a l'image du ninja tout vêtu de noir avec juste les yeux qui apparaissent. Voilà. Et donc je finirai cette vidéo en faisant un anachronisme historique notoire, en citant Robert d'Artois dans l'excellente saga des Rois maudits de Maurice Druon, qui donc à travers la plume de cet écrivain disait « Mieux vaut un espion à l'intérieur qu'une armée à l'extérieur ». Matane kudasai.